Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast toxique, épisode 3 qui portera sur la mémoire traumatique. Alors, je vais mettre un petit trigger warning au début de cet épisode parce qu'on va parler de traumatisme et que ça sera très certainement aussi traumatisant pour les gens qui ont vécu des traumatismes que pour les personnes qui vont écouter les histoires de traumatisme dont on va parler aujourd'hui. On va parler de maltraitance, aussi bien physique que psychologique. On va parler de retour du refoulé. J'aime pas du tout ce terme parce qu'il vient de la psychanalyse, mais on va en discuter. On va parler de comment le cerveau se comporte pendant les traumatismes. Du coup, tout ça est assez traumatisant en soi aussi. Donc si vous êtes sensible et que ce genre d'histoire ne vous convient pas du tout, je vous prie de ne pas écouter ce podcast. Voilà. Pour tous les autres qui ont besoin de conseils et dont le témoignage des autres pourront soulager, je sais pas du tout si cette phrase était française, mais bon, vous avez compris, je pense. Pour tous les autres, que ça soulagera très certainement, c'est beaucoup mieux. Bienvenue. Et j'espère que ce podcast vous aidera et vous éclairera. Si vous êtes dans ce genre de situation et que vous avez besoin d'aide et que vous avez l'impression que je suis la personne qui pourrait vous aider, vous pouvez me contacter en message privé sur Insta où j'ouvrirai des dates sur Calendly. C'est vrai que mon planning est absolument plein, donc j'ouvre plus beaucoup de dates pour le moment parce que j'ai encore tous les clients pour les coachings dont je dois m'occuper pour le moment. Et quand j'ouvrirai des dates, je vous le dirai et ça sera sur Calendly où il faudra remplir un petit formulaire pour avoir un premier appel avec moi. En sachant que, à part encore une fois, les coachings avec moi ne sont pas... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est absolument délirant les prix que je pratique, sauf que je m'adapte à la situation financière de chacun. Donc je le dis dans le formulaire, si vous avez envie d'être accompagné par moi, réfléchissez au prix que vous pouvez ou que vous voulez mettre par mois dans un coaching pendant 6 mois et on verra ensemble si c'est possible et si ça l'est, votre prix sera le mien, plus ou moins. Bref, je crois que vous avez compris le délire. Très bien, alors, la plupart de mes connaissances sur le sujet des traumatismes viennent de Bessel van der Kolk, qui a écrit un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien. D'ailleurs, j'ai dû lire ce livre en anglais parce que il n'était pas édité en français quand je l'ai eu. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos sur YouTube, oui, effectivement, mon chien est totalement allongé sur moi et ne me lâche pas. J'ai l'impression que lui aussi n'a pas trop envie de parler de traumatisme aujourd'hui, ou il n'a pas envie d'entendre, du coup il se colle à moi complètement. Donc Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, c'est un livre à la fois extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant parce qu'il regroupe tout ce qu'on peut savoir sur le traumatisme en général et l'état de stress post-traumatique et toutes ces choses-là, et aussi la mémoire traumatique. À la fois tout ça, mais à la fois des cas d'études, des témoignages de ses clients, de ses patients, car lui est psychologue ou psychiatre. Et ces témoignages sont extrêmement difficiles à lire, évidemment, car ce sont des traumatismes très très durs. Donc voilà, si vous voulez lire ce livre, je vous le recommande chaudement, mais par contre, encore une fois, trigger warning, c'est un livre qui porte sur des traumatismes, donc il y aura des traumatismes dedans, quoi. Très bien. Alors, j'ai eu des questions sur Instagram pour me demander de quoi est-ce que je parlais quand je parlais de la mémoire traumatique. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un traumatisme pour parler de la mémoire traumatique. Et un traumatisme, en fait, je suis désolée si vous entendez mon chien faire des bruits bizarres avec sa bouche, il est en train de se lécher les pattes. Donc, le traumatisme, c'est un événement de vie qui a été très fort en émotions négatives et qui marque la personne. On ne peut pas dire qu'une situation est particulièrement traumatisante, même si dans le DSM, qui est le manuel diagnostique des maladies mentales, des troubles mentaux,
on définit par exemple l'état de stress post-traumatique avec certaines situations très précises comme être confronté à la mort ou à la menace de mort comme pendant une guerre ou un génocide, ou être confronté à une agression sexuelle ou une menace d'agression sexuelle. Donc ce qui est bien de préciser, c'est que la menace d'une atteinte au corps, rien que la menace peut provoquer un traumatisme. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut légitimer les violences psychologiques, parce que les violences psychologiques font autant de mal que les violences physiques ou sexuelles ou financières, etc. Du coup, même si on a mis certaines catégories de faits, d'expériences qui peuvent provoquer un traumatisme, d'une part, ça ne veut pas dire que ça peut les provoquer chez tout le monde, d'autre part, ça ne veut pas dire que toute autre expérience ne peut pas être traumatisante. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont été traumatisés par les attentats au Bataclan ou de Charlie Hebdo, par exemple, et qui pourtant n'étaient pas au Bataclan et ne vivaient pas dans la rue de Charlie Hebdo. Et ils ont quand même été traumatisés par l'expérience. Et l'expérience par ce fait, par cet événement, je veux dire, alors qu'ils n'étaient pas physiquement dans cet événement. Ils l'ont vécu à la télé ou ce genre de choses. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas légitimer leur traumatisme. Leur traumatisme existe toujours. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est du phénomène de la mémoire traumatique. Donc comment se comporte notre mémoire quand on a vécu un traumatisme. Déjà, j'aimerais parler d'un événement, enfin d'une expérience très particulière qui s'appelle le retour du refoulé. Donc ça, c'est un terme qui a été inventé par Freud. Vous savez comme j'adore Freud, pas du tout. C'est quand, en gros, on a refoulé un traumatisme dans sa mémoire pendant très très longtemps et qu'on s'en souvient tout à coup des années plus tard. Ça arrive à beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes, mais ça peut... on peut très bien ne pas du tout parler de refoulement, mais seulement de mémoire sélective. Disons que on a vécu des attouchements par exemple quand on était enfant et qu'on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'on on se comporte comme ça avec sa sexualité pendant tout son âge adulte et qu'un jour on se souvient de cet événement-là, et ben c'est pas forcément qu'on l'a refoulé. Peut-être que quand ça nous est arrivé, notre cerveau était tout simplement pas mature pour processer ça comme un traumatisme ou comme quelque chose de mal, même si le corps, lui, a vécu ça comme un traumatisme, et on s'en rend compte bien des années plus tard parce qu'on n'avait pas la maturité ou les capacités intellectuelles pour se rendre compte que c'était une expérience traumatisante. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et il faut vraiment s'en souvenir. Tout ça, c'est pas forcément parce que on se rend compte qu'on a vécu quelque chose de traumatisant des années plus tard qu'on était dans un refoulement. Peut-être juste qu'on n'avait pas les capacités intellectuelles au moment du traumatisme pour processer ça de manière mature en fait. Donc il y a ça à prendre en compte. Et c'est souvent le cas quand on parle de traumatisme dans l'enfance. C'est souvent mais je savais pas que c'était quelque chose de mal. Parce que quand on est enfant, on n'a pas tous les codes de la société, on n'a pas tous les codes de ça c'est bien et ça c'est mal et ce genre de choses. Donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que cette cliente n'écoute pas ce podcast, mais ce n'est pas très grave. J'ai une cliente qui me parlait de la communauté BDSM, donc BDSM, donc c'est tout ce qui est sadomasochisme et bondage, donc tout ce qui est attaché, ce genre de choses, et toutes les règles de soumission. Et dans la communauté BDSM, par exemple, il y a un contrat écrit justement pour éviter les traumatismes et pour mettre en avant la notion de consentement, ce que je trouve très bien, même si je fais pas du tout partie de la communauté BDSM, mais je trouve que c'est très intelligent de remettre au centre de la sexualité la notion de consentement, parce que la plupart des traumatismes sexuels viennent de ça, viennent du fait qu'on n'a pas respecté le consentement de la victime. Et mettre en place
un environnement BDSM, qui est un environnement, on va pas se mentir, qui peut être perçu comme maltraitant quand on ne fait pas partie de cette communauté-là, et remettre en place la notion de consentement au milieu, ça garantit le fait que il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de notion de maltraitance. Et d'ailleurs, c'est très important quand on parle de traumatisme de se rendre compte qu'on peut se sentir traumatisé par une situation, mais que quelqu'un d'autre peut très bien ne pas se sentir traumatisé par la même situation. Il y a plein d'enfants qui ont vécu dans des contextes de guerre et qui n'en sont pas sortis avec un état de stress post-traumatique. Ça peut très bien arriver. Et il y a plein de gens qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle et qui pourtant se sentent traumatisés par une certaine forme de sexualité. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver, il y a plein de choses qui peuvent nous traumatiser, et notre mémoire l'interprète comme elle le peut, à l'âge où on le vit, et à l'âge où on s'en souvient. Donc il y a ça à prendre en compte très très fort, c'est que voilà, souvent on ne se souvient pas jusqu'à ce qu'on se souvienne, et quand on se souvient, c'est là qu'on interprète les choses comme quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Et l'utilité de la thérapie ou de quelconque accompagnement dans les traumatismes, c'est de transformer cette vision des choses, la vision du traumatisme qu'on en a, d'exprimer toutes les émotions qui sont liées à ce traumatisme. J'ai été traumatisée dans mon enfance. Quelles sont les émotions qui sont rattachées à ça? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je suis en colère? Et prendre toutes ces émotions-là, les exprimer, et ensuite mettre du sens. Parce que ça aussi c'est très 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 important. Donc j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais on va en reparler aujourd'hui. Il y a un trouble qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité, et qui est prégnant dans tout ce qui est traumatisme. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand au sein d'une même personne, il y a plusieurs personnalités. Ce que fait notre esprit inconscient, c'est que quand on souffre de ce trouble, c'est que quand il y a un traumatisme, le cerveau est tellement en état de choc qu'il crée une nouvelle personnalité qui peut défendre la personnalité principale ou toutes les autres de ce traumatisme. On appelle ces personnalités des alters, donc c'est des autres à l'intérieur de soi. Et les alters peuvent tellement justement altérer le corps de la personne qu'il peut y avoir certains alters qui sont diabétiques, d'autres qui peuvent être malvoyants, d'autres qui peuvent être sourds. Et cliniquement parlant, c'est possible. Donc quand la personne revêt la personnalité d'un diabétique, elle est obligée de prendre de l'insuline, alors que quand elle revêt quand d'autres personnalités prennent le dessus, ces personnalités-là ne le sont pas, et du coup elle n'est plus obligée de prendre de l'insuline. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que pourquoi est-ce que moi par exemple, qui ai vécu des traumatismes, je n'ai pas de trouble dissociatif de l'identité? Pourquoi moi est-ce que j'ai pas de TDI, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des traumatismes comme les miens, et qui, eux ou elles, ont contracté, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que c'est un trouble, c'est pas une maladie, qui, eux, ont développé un trouble dissociatif de l'identité. Et j'ai lu une étude très très intéressante sur le sujet, qui est que y a ce qu'on appelle la cohérence de l'histoire de vie. Donc on en revient au sens. Il faut exprimer ses émotions et il faut mettre du sens dans le traumatisme. La cohérence de l'histoire de vie, c'est quand on raconte notre vie, on la raconte de manière à ce que notre histoire elle soit cohérente. Il s'est passé ça parce que j'ai fait ça avant, et du coup aujourd'hui je suis là. Et l'étude elle postulait que quelqu'un qui a un trouble dissociatif de l'identité, ses traumatismes sont tellement choquants qu'il n'arrive pas à mettre de sens
dans ces traumatismes-là, et du coup il est obligé de créer un alter pour mettre du sens là-dedans. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de mettre du sens dans les traumatismes. Par exemple, le sens que j'ai mis au fait que ma mère m'a frappée une fois, elle m'a frappée qu'une seule fois, mais une fois c'est déjà assez. Le sens que j'ai mis dedans, c'est que si elle m'avait jamais frappée, je serais jamais partie de chez elle et je serais encore aujourd'hui en train de me faire maltraiter psychologiquement par ma mère. Et du coup, ça a un sens. Je veux dire, elle m'a pas frappée pour rien, ça n'a pas servi à rien. Il y a un sens derrière tout ça. Et ça donne de la cohérence à mes traumatismes. Et il faut trouver ce sens, il faut trouver cette cohérence à tout ça. Le sens, la cohérence que j'aime bien donner aux gens, c'est apprendre à mettre des limites. C'est-à-dire que le fait d'être dans une situation d'emprise avec ses parents, ça nous aide à nous rendre compte que mettre en place des limites pour soi, c'est extrêmement important. Et quand on n'est pas maltraité, et quand on est autour de gens qui mettent en place des limites, qui respectent nos limites, on n'a pas besoin d'apprendre à le faire. On n'en a pas besoin, puisque les gens respectent déjà nos limites. Alors que là, c'est un apprentissage qui a quand même vachement de valeur. Donc il y a ça sur la mémoire traumatique, c'est que d'une part, on ne se souvient pas forcément de tout. Ensuite, on a l'impression que notre mémoire nous protège de certaines choses, alors que parfois, c'est juste la maturité intellectuelle qui fait que on ne pouvait pas interpréter nos traumatismes comme tels. Et il y a aussi, parfois, on n'arrive pas à mettre de cohérence dans nos traumatismes, et du coup, on est obligé de s'en protéger, parce que sinon, ça fait trop de mal, et ça met trop d'incohérence dans notre vie, dans notre histoire de vie. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ok, j'ai pas trop parlé de l'amnésie traumatique. J'en ai parlé dans un TikTok. L'amnésie traumatique, c'est quand encore une fois, on ne se souvient pas de certaines choses dans notre enfance, parce que c'est des choses qui ont été traumatiques. Ça peut s'expliquer de plein de manières différentes. L'une des manières l'une des choses que j'aime bien expliquer par rapport à ça, c'est que le cerveau souvent entre en état de sidération ou de dissociation. Et ces états-là, l'état de sidération où on ne peut plus rien faire, où on est comme congelé sur place, cet état-là fait en sorte, détruit littéralement une partie de notre cerveau. Et du coup, comme le cerveau se détruit, c'est difficile de retrouver des souvenirs qui sont liés à cet état de sidération. Par contre, quand on a un état de stress post-traumatique, le symptôme principal, c'est les flashbacks. Et les flashbacks, c'est pas du tout comme dans les films, c'est pas on se refait le film d'une situation dans notre tête de manière très très précise. Non, pas du tout. C'est plus un petit élément dans notre journée va déclencher une émotion qui ressemble à une émotion très 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 forte que l'on a reçue auparavant. Et notre cerveau se bloque sur ce traumatisme qu'on a vécu auparavant et surtout sur l'émotion liée au traumatisme qu'on a vécu. Donc c'est en fait des émotions fortes qui sont déclenchées par des toutes petites choses qui sont similaires à ce qu'on a vécu pendant notre traumatisme. Donc il y a ça aussi à prendre en compte très très fort. Mais je vais passer au témoignage parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle dans le vent. Donc on va commencer. Il y avait déjà une question ou un témoignage. Non, il y avait une question. Donc par rapport à la mémoire traumatique, personnellement j'ai fait une thérapie où on m'avait diagnostiqué de l'amnésie et des troubles dissociatifs. Aujourd'hui encore j'en souffre, mais à vrai dire je ne connais pas plus le sujet que mes troubles. À vrai dire, je ne me suis pas non plus renseignée. En existe-t-il d'autres et sous quelle forme ? Alors, il y a plein de troubles dissociatifs. On a parlé du TDI ensemble, du trouble dissociatif de l'identité, qui d'ailleurs ne se traite à ma connaissance que par l'hypnose. Donc si jamais vous souffrez d'un TDI, allez voir un hypnothérapeute qualifié évidemment et qui sait ce que c'est qu'un traumatisme.
Donc il y a la sidération, qui est aussi une forme de traumatisme, de dissociation, pardon. Il y a la déréalisation, qui est là aussi une forme de dissociation. La déréalisation, c'est quand on n'a plus l'impression de faire partie de la réalité. C'est-à-dire que tout est ouaté, tout est comme dans du coton. On a l'impression que tout est dans un brouillard et qu'on n'est pas vraiment dans la réalité. Et on évolue dans ce brouillard-là sans vraiment avoir l'impression de faire partie de la réalité. Alors que la dissociation, c'est pas exactement la même chose. La dissociation, c'est quand on n'a plus l'impression de faire partie de notre corps, on a l'impression d'être acteur de notre propre réalité et que notre corps fait les choses qu'on lui ordonne de faire, en fait. On est en dehors de cette réalité. Tout ça est vraiment très intéressant et fait partie du traumatisme évidemment, parce que la dissociation et la déréalisation, ce sont des choses qui sont déclenchées par les traumatismes également. Et donc l'amnésie traumatique aussi est déclenchée par les traumatismes, sinon ça serait juste de l'amnésie, c'est une amnésie traumatique. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette question, hein. Existe-t-il d'autres et sous quelle forme? Voilà, c'est bien ça, c'est tout à fait ça. Ok, très bien. Donc, première question, c'est plié, bravo Tévi. J'ai maintenant un témoignage qui est assez long, mais j'adore les longs témoignages, donc on va lire ça ensemble. Bonjour Tévi, il me semble que le sujet de ton prochain podcast est la violence psychique ou la mémoire sélective. C'est la mémoire traumatique, c'est un peu des deux de toute façon, hein. C'est une forme de violence. D'abord je me présente, alors je m'appelle j'ai 19 ans et actuellement cela fait depuis le 10 octobre 2020 que je suis partie de chez ma mère. Maintenant j'habite chez la maman de mon copain avec qui je suis depuis 2 ans et je me sens en sécurité. J'ai vécu ces deux genres de situations donc je viens témoigner. Avant de commencer, merci pour ce que tu fais, ça fait énormément de bien et c'est enrichissant. Je t'en prie, avec très grand plaisir. Par où commencer? Toi qui aimes les longs témoignages, tu vas être servi, je pense, désolée à l'avance, mais ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas, j'ai dit que j'aimais les longs témoignages, donc si tu m'en donnes un long, je suis très contente. Je suis née dans une famille de 3 grands frères, demi, 2 avec la même maman et 1 avec le même papa. Avec environ 15-16 ans d'écart avec moi et mes 2 parents étaient alcooliques. J'ai très peu de souvenirs de cette période, mais il m'a été rapporté un événement qui m'a semblé monstrueux. Si il y a encore des gens qui ne sont pas partis à cause de mon trigger warning avant de commencer, je pense que c'est le moment, si jamais vous n'êtes pas prêt à écouter un témoignage traumatique. C'est bon, tout le monde est ok, tout le monde est consentant, ok, on commence. Pour mieux comprendre, mon père était quelqu'un de violent, mais ma mère également. Un jour, dans leur fureur respective, alors que j'avais à peine 2 ans, l'un de mes frères est rentré dans la cuisine et a surpris une scène où d'un côté mon père, gaz allumé, clope à la bouche, menaçant de tous nous faire sauter dans la maison, et ma mère, avec une bouteille cassée à 2 doigts de se tailler les veines. Je n'ai pas vu la scène, mais mon frère a couru dans ma chambre pour ensuite courir dans le jardin, me passer aux voisins pour qu'ils me protègent. Ok, ils ont l'air absolument charmants tes parents. Bon, la chose s'est arrangée. Oui, ok, car on est restés tous en vie. Alors, rester en vie, c'est un bon but dans la vie, mais je crois que c'est pas assez. Mais ça te laisse imaginer l'environnement dans lequel je suis née. Oui, j'imagine très très bien. Très très bien. Ensuite, mes parents se sont séparés lorsque j'ai eu 4 ans. À cet âge-là, ma mère a fait plusieurs cures de désintox, donc j'ai habité pendant un certain temps chez ma grand-mère, ce qui a fait que j'ai changé plusieurs fois de maternelle d'ailleurs. Jusqu'à cet âge-là, j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pratiquement toute seule avec ma mère. Car déjà, l'un de mes frères est parti à l'âge de 14 ans pour être suivi par un autre, et le troisième est parti chez sa maman, ça en dit long aussi sur la situation. Oui, donc elle est vraiment restée coincée chez sa mère. Après, ce qu'ont vécu mes frères exactement, je ne le saurais jamais réellement, mais je peux me douter que j'ai vécu la même chose. Ok. Pendant mon enfance, j'ai appris très tôt, à l'âge de 7 ans, on va dire, à entretenir une maison, ainsi que me faire à manger et à m'amener à l'école tout seule. Bon, après, elle était même pas à 100 mètres, donc bon, oui, bon, ok. Je devais toujours faire attention à quelque chose que je disais ou fait de travers, sinon c'est crise sur crise, donc avec beaucoup de reproches.
tu ressembles à ton père, tu es lente, nulle, chiante, tu écoutes pas, etc. Pardon, mon chien vient de mettre un énorme coup d'oreille dans le micro, je suis désolée. Et sa mère donnait des coups, du coup, tirage de cheveux, gifle fessée, et même ma tête a déjà eu le plaisir de rencontrer le mur assez souvent. Bref, ces violences physiques et psychiques ont duré jusqu'à ce que je parte, mais à partir de l'âge de 14-15 ans, je me défendais, ce qui justement me culpabilisait encore plus. Ah aussi, j'ai malheureusement perdu mon père à l'âge de 10 ans, ce qui l'arrangeait pour me reprocher qu'elle devait endosser les 2 rôles. Ah oui, d'accord. C'est elle que ça arrangeait, d'accord. D'ailleurs, la culpabilité est un moyen de pression qu'elle utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, pendant cette longue période d'ado, jeunesse, elle ne buvait plus, mais se cachetonnait et fumait énormément. Bon, aujourd'hui, moi-même, je fume, mais je préfère cela aux traitements antidépresseurs. Ma mère elle-même n'a pas eu une enfance facile, très écorchée de la vie, mais bon, pourquoi faire des enfants ? Bref, elle a repris la boisson crescendo, ce qui lui permet encore aujourd'hui de dire qu'elle n'est pas alcoolique. J'avais 17 ans, pareil, toujours dispute sur dispute. En avril 2020, j'ai vécu un événement très traumatisant lors d'une confrontation. Ma mère a tenté de me tuer en me criant les mots « je vais te tuer ». Couverture à la main, moi en dessous être étouffée, asphyxiée. J'espère que vous êtes vraiment partis, tous ceux pour le trigger warning, parce que c'est hardcore. Dieu merci, je suis encore là et la police est intervenue. Pour une fois... Ah non, pardon, je vais avoir des problèmes si je commence à critiquer la police en plein podcast. Bref, je n'ai pas porté plainte, mais la police, oui, donc actuellement, elle est en jugement. Thank God. Jusqu'à ce jour, ça a été mon déclic, la cassure qui me détachait de son emprise et de cet amour détestable. Je lui ai écrit, parlé énormément de fois afin de la raisonner, expliquer, en parler, lui faire comprendre ce que je ressens, sauf que ça rentre aussi vite que ça sort. Jusqu'à aujourd'hui, les appels continuent et messages en pleurant et essayant de me faire culpabiliser d'être heureuse sans elle. J'ai oublié énormément de détails, mais je pense que c'est déjà assez. Psychologiquement, je vais bien. Je vais enfin aller me faire suivre, Psychologiquement, je vais enfin aller me faire suivre, malgré mes demandes incessantes à ma mère qui s'en foutait à l'époque, et j'ai justement ce truc de mémoire sélective. Pour moi, c'est un coffre où chaque passage violent ou traumatisant que j'ai vécu ou vu, je l'enferme, sauf que le coffre va bientôt exploser, j'ai des flashs et des images qui se répètent en boucle. Le truc, c'est qu'il faut que je réponde à ma mère de façon dure, ce qui me fait passer pour une méchante, pour qu'elle me laisse vivre 3 semaines puis ensuite recommencer. J'ai hâte d'être loin de cette personne et de vivre ma vie. Sache que tu es très inspirante et te remercie si tu lis ce message, vraiment merci d'être la personne que tu es aujourd'hui. Eh bien, merci à toi d'avoir laissé ce témoignage très touchant et je te remercie pour tous ces éloges. Je suis vraiment très touchée, même si on ne dirait pas, mais je suis autiste. C'est ma carte, d'immunité, on va dire, pour pas savoir exprimer mes émotions de manière adéquate. Mais si, je sais le faire, mais bref, je n'ai pas à me justifier. Très bien, alors, on va s'arrêter sur cette notion de j'ai l'impression que chaque événement traumatisant je le mets dans une boîte, mais que cette boîte elle va exploser. Et ça c'est un truc que je vois beaucoup avec mes clients et mes clientes, c'est que moi ce que j'aide les gens à faire, c'est à exprimer leurs émotions par rapport à tout leur traumatisme passé. Sauf que eux n'ont fait que refouler encore et encore toutes leurs émotions, parce que ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils expriment leurs émotions, elles vont exploser. Sauf que c'est parce qu'ils refoulent toutes ces émotions qu'elles explosent aujourd'hui, à chaque fois qu'ils les expriment. Donc, on va reprendre depuis le début au niveau des émotions, ok ? Une émotion, quand elle n'est pas exprimée de manière adéquate, elle reste à l'intérieur et elle se transforme. Je crois que je le dis à absolument chaque épisode, mais c'est une notion hyper importante, ok ?